dans ce système de pensée-là, le voile est conçu comme une aliénation, un signe de soumission de la femme. Donc, pour mieux comprendre ces problématiques que nous vivons actuellement en Occident de façon globale et en France, il nous semble important de revenir aux racines, je ne dirais pas du mal, mais aux racines de la problématique pour mieux comprendre en quoi, donc pour mieux se comprendre d'abord, parce qu'il faut comprendre l'autre, comment il raisonne et son système d'inférence pour peut-être mieux accepter ce qu'il faut accepter et peut-être débattre sur les aspects sur lesquels on n'est pas forcément d'accord. Parce que pour moi, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour vivre ensemble. Donc là, c'est un détail. Voilà. Donc, ce système des Lumières-là, cet humanisme que j'appelle sans Dieu, parce que l'humanisme des Lumières, in fine, est un humanisme sans Dieu, même s'il y a des humanistes qui se réclament, chrétiens, musulmans, etc. Mais à notre avis, de façon profonde, approfondie, l'humanisme des Lumières, pour nous, est un humanisme sans Dieu. Même si on peut être humaniste et peut-être passer par Dieu pour peut-être adorer cet homme-là. Là aussi, c'est une... Mais dans le système théologique et même islamique, c'est Dieu qui prime. Maintenant, c'est à travers Dieu qu'on peut profiter à l'homme. Là, c'est important pour comprendre l'opposition ou même la différence qui existe à notre avis entre la notion occidentale, encore pour schématiser, des droits de l'homme et la notion musulmane des droits de l'homme. Parce que dans l'islam, à notre avis, les droits sont autant importants que les devoirs de l'homme. Donc là aussi, c'est une différence de paradigme qui nous semble importante peut-être. Donc là, je passe rapidement à d'autres aspects pour ne pas peut-être trop m'apesantir sur cette question. Donc, puisque pour nous, c'est ce changement de paradigme idéologique qui a généré la Révolution française, parce qu'effectivement, il y a un débat sur les rapports entre la Révolution et les Lumières, mais pour nous, grosso modo, disons que le bouillonnement intellectuel des Lumières fut pour nous l'un des socles idéologiques de la Révolution. Voilà, maintenant la Révolution est venue et on a entre guillemets guillotiné la religion et par là même on a voulu tuer Dieu comme ils le disent à travers ce que j'appelle c'est la main ensanglantée de la Révolution qui a enfanté la République. C'est pourquoi quelque part il y a quand même à l'origine, dès la conception de la République, parce que la République elle a été bâtie historiquement sur les cendres ou sur les cendres de la religion guillotinée à l'époque de Robespierre et autres. Là aussi, cela ne veut pas dire qu'en tant que telle, la notion de République est contradictoire avec la notion de spiritualité et de croyance et de foi. Mais disons historiquement, c'est ça les faits. Les faits, c'est que quand on a guillotiné les rois, on a aussi en même temps guillotiné des prêtres et on s'est quelque part débarrassé disons des chaînes qu'on concevait comme aliénantes de la religion qui plus tard qui sera conçue comme opium du peuple. Donc la religion dans l'histoire de France, parce que là on est en train de parler d'Occident, mais on se focalise peut-être un peu plus sur la France. Bon, si on étudie peut-être l'histoire des rapports de l'histoire avec l'Angleterre ou avec les États-Unis ou ailleurs, on aurait peut-être vu des déclinaisons différentes, mais de façon globale, on peut voir que la religion a été conçue comme aliénante avec la Révolution. C'est pourquoi, avec la loi de 1905 sur la laïcité et tout ce qui s'ensuit, donc on a vu que la laïcité à la française quand même a une certaine approche de la religion qui mérite quand même d'être vraiment revisitée, disons, au regard même de sa gestation historique, etc. Donc l'islam, cela pose donc le problème des rapports entre islam et république, ou islam et citoyenneté. Donc c'est une question qui est assez brûlante en France et dans d'autres pays. La question elle est posée de la manière suivante, et pour nous, ça c'est l'histoire qui explique comme ça, c'est comme si on se posait la question à savoir si l'islam est soluble dans la République. Si par exemple les musulmans peuvent vivre leur foi musulmane en accord avec les règles de la République. C'est une problématique qui est vraiment brûlante en France et sur laquelle malheureusement les discours extrémistes, surtout de l'extrême droite peut-être, donc n'aident pas peut-être à clarifier davantage, disons, cette question. Il y a eu quand même des chercheurs et de grandes figures musulmanes en Occident qui ont essayé quand même de jouer un rôle pour clarifier quand même davantage cette question, pour montrer en quoi il n'y a pas une contradiction intrinsèque entre la République, enfin certaines règles de la République, les plus importantes, et la foi islamique. Donc il y a des réponses qui ont été, des tentatives de réponses qui ont été données à ces questionnements sur lesquels peut-être je n'aurai pas le temps de revenir. On a aussi parlé de dimension sociologique.
de cette problématique, notamment à travers l'immigration. L'immigration, surtout maghrébine, après africaine, après d'autres contrées, en Occident et spécifiquement peut-être en France. Disons que, bon, avant, c'était une immigration qui était spécifiquement, disons, de travail, on peut le dire ainsi. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu les premières vagues, et après ça s'est accéléré. Donc des vagues d'ouvriers, surtout algériens, marocains, etc., qui sont venus et qui, normalement, étaient censés retourner chez eux. Mais, malheureusement, peut-être ou heureusement, donc ces vagues-là ont eu donc des enfants ici. Il y a eu de nouvelles générations d'immigrés donc qui sont en France et qui fait qu'actuellement il y a un islam de France. C'est pas un islam en France, mais il y a un islam de France parce qu'il y a des Français qui sont nés ici, qui ont la nationalité, qui se conçoivent comme Français, mais qui aussi se conçoivent comme musulmans. Donc cela pose une autre problématique dans la mesure où auparavant la problématique de l'islam était conçue comme une problématique à la limite externe, c'est-à-dire il y a des terres d'islam avec lesquelles on essaie d'avoir un certain nombre de rapports, quelquefois conflictuels, quelquefois commerciaux, quelquefois culturels, avec l'orientalisme, etc. Mais avec l'immigration, on a vu que l'autre n'était plus d'ordre, l'autre était avec nous et était appelé à rester avec nous. Donc ça pose un autre problème qui est assez complexe et assez profond, auquel quand même il y a différentes voies d'approche qui ont été proposées. Donc cela veut dire que, disons qu'avec la révolution, il y a, disons, une vision quand même, je dirais pas absolutiste, mais quand même, je trouve pas le mot, de suprématie, disons, de la culture occidentale sur les autres civilisations. Vous n'êtes pas sans connaître le fameux concept de fardeau de l'homme blanc qui était censé civiliser les autres cultures. Par exemple, avec la colonisation, on a vu que l'Occident, quand même, se pense investi d'une mission de civiliser, c'est-à-dire de transmettre ses valeurs culturelles qui étaient censées être supérieures aux autres civilisations, au-delà même de l'islam, hein, parce que le problème s'est posé en Amérique, etc. Donc, avec, disons, cette phase-là, on a vu qu'il y a une nouvelle approche qui veut que l'Occident soit supérieur, notamment à travers les évolutions scientifiques, les lumières, etc., la révolution industrielle et technologique du 19e, on a vu que l'Occident, quand même, s'est senti une mission civilisatrice. Donc, par ricochet, aussi, on trouve cette même problématique-là à travers, disons, l'intégration, comme on dit, de ces civilisations, de ces cultures qui sont en France, qui sont dans l'imagerie populaire française. Je schématise encore une fois, parce que c'est plus complexe que ça. Ces peuples-là, ces cultures devaient s'intégrer pour plusieurs raisons dans le schéma, dans le moule de la société française. Primo, pour des raisons objectives, hein, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays dont on ne respecte pas les lois, cela est clair. Mais de notre manière aussi, l'intégration est perçue comme, disons, à la limite, une assimilation culturelle. C'est-à-dire l'immigré doit non seulement respecter les règles de la République, mais aussi doit parler français. Bon, cela aussi, à la limite, est naturel, mais aussi intégrer sa démarche dans le moule idéologique et culturel de la France. Donc, ce qui est quand même un peu plus complexe parce que ces cultures ou disons, ces subcultures de la société française, quand même, il y a des tendances qui veulent quand même préserver ces valeurs-là qui étaient les leurs au départ. C'est toute la problématique de l'enracinement et de l'ouverture qui se pose. La question, c'est comment nous intégrer dans une société dans laquelle nous sommes appelés à vivre et dans laquelle nos enfants sont nés et sont appelés à rester, tout en préservant des valeurs qui quand même ne sont pas toujours perçues comme des valeurs positives par la société d'accueil. Donc c'est toute la problématique de l'immigration. C'est pourquoi je dis que cette problématique quand même fait appel à beaucoup de choses. Et ça crée l'amalgame dont je parlais tout à l'heure, qui veut que on ne parvient pas, surtout en France, hein, et dans d'autres pays, à dissocier la problématique de l'islam en tant que religion, en tant que système de pensée, de la problématique de l'immigration. Donc ça, quelque part, a des effets sur les tentatives de récupération qui sont faites normalement par certains politiciens qui, en jouant sur la fibre sécuritaire, quand même, créent des amalgames qui, quand même, tournent au détriment même de cette confraternisation qui doit exister entre les différentes civilisations. Donc là aussi, je présente les grandes lignes, mais vous savez que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, avec l'immigration maintenant, l'islam est considéré comme la deuxième religion en France. C'est ça la réalité actuellement. Bon, les statistiques que j'ai devant moi, par exemple, on donne le chiffre de 4,7 millions de musulmans en 2010
en incluant les mineurs. Une autre étude aussi qui dit que, voilà, maintenant sur ces 4,7 millions en 2010, on a 70 000 et 100 ou à 110 000 convertis. Donc cela veut dire que les convertis peut-être représentent une minorité par rapport donc, à la masse de musulmans qui sont quand même d'origine étrangère. Donc là aussi ça confirme ce fait. Il y a aussi des statistiques qui disent qu'il y a entre 5 et 6 millions de musulmans en France, au lieu des 4,7 millions. Voilà, mais cette estimation aussi, on l'a fait en tenant compte des personnes qui viennent des pays à dominante musulmane, même s'ils ne sont pas musulmans. Par exemple, un chrétien qui viendrait du Mali, on le considère comme peut-être d'origine musulmane. Donc, grosso modo, c'est 5 à 6 millions de musulmans. Un tiers de ces musulmans se déclarent croyants et pratiquants. Donc, soit 2 millions qui se déclarent croyants et pratiquants. Bref, voilà, donc tout ça pour dire que actuellement, il y a un islam de France ou un islam d'Occident et non pas un islam en Occident. Donc cela donc pose un certain nombre de problématiques sur lesquelles, donc, avec lesquelles je vais terminer avant de donner la parole à Serigne Mourtala Mboup. Donc, de façon schématique, donc, on a un certain nombre de problèmes qui sont posés par cette présence de l'islam en France qui est devenue quand même partie intégrante du tissu culturel et même sociologique français et occidental. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le problème de l'intégration qui se pose. Donc, intégration qui pose quand même le problème de l'altérité et de l'interculturalité, comme on dit. C'est-à-dire, dans quelle mesure ces cultures d'origine et d'histoire différentes peuvent interagir, communiquer dans la fraternité et dans l'équilibre, pour utiliser un terme beaucoup plus global. Donc, ça pose ce problème-là. Comment les musulmans qui vivent en France ou qui sont nés en France peuvent vivre leur islam, donc leur culture islamique, en accord avec la culture occidentale d'origine qui n'était pas islamique. Donc ça pose ce problème-là. Peut-être les intervenants vont donner peut-être des voies de solution, ou bien Serigne Mourtala. Donc là aussi, il y a un problème qui se pose. Il y a l'amalgame, comme je le disais tout à l'heure, entre islam et étranger. C'est-à-dire, dans la mémoire collective même occidentale, donc c'est comme l'islam était une religion, était assimilée à l'étranger, à l'autre. L'islam n'est pas encore perçu comme... Alors que, pour utiliser un autre exemple, la religion judéo-chrétienne, la judaïsme ou le christianisme n'est pas perçu comme une religion extérieure à l'Occident. Alors que, historiquement, on sait que les Occidentaux n'étaient pas originellement juifs ni chrétiens. Et pourtant, avec le temps, on a vu que la religion judéo-chrétienne, et il y a même des politiciens qui parlent, en parlant de l'Union européenne, parlent de restaurer les fondements judéo-chrétiens de l'Europe, par exemple. Est-ce que la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut peut-être plusieurs siècles pour que ce processus-là s'achève, ou qu'est-ce qu'il faut pour quand même, autant le caractère judéo-chrétien de l'Europe est reconnu, aussi le caractère islamique de l'Europe est reconnu. Donc là aussi, ça pose vraiment une problématique très intéressante. Donc, c'est la même chose que la problématique intégration-immigration, multiculturalisme, communautarisme. Là aussi, c'est un débat qui se pose en France. C'est-à-dire, est-ce que ces valeurs islamiques-là quelque part, ne favorisent pas le communautarisme qui, comme vous le savez, est perçu par beaucoup d'intellectuels français et de politiciens comme contraire aux valeurs de la République qui étaient censées, à la limite, qui sont conçues comme un système jacobiniste qui tend quand même ou rousseauiste qui tend quand même à confondre toutes les différences dans un monolithisme quand même contestable. Donc là, ça pose un problème. Est-ce que le multiculturalisme exclut, disons, le communautarisme? Ça, c'est une question intéressante. Ça pose aussi la question, excusez-moi, du dialogue. Est-ce que, par exemple, il y a des tendances, aussi bien chez ceux qui ne sont pas dans l'islam ou ceux qui sont dans l'islam, il y a des tendances quand même unilatérales, pour ne pas utiliser un autre mot, qui veulent quand même une vision vraiment exclusiviste qui tend quand même à rejeter l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, comment quand même, disons, faire face à ces tendances-là et mieux favoriser le dialogue? Là aussi, c'est des problèmes qui se posent. Et quelles sont les limites de ce dialogue-là? Quelles sont les limites de ce dialogue? Parce qu'il dit dialogue quand même, dit concession. Qui dit dialogue, dit concession. Dans quelle mesure la République doit faire des concessions pour, disons, accepter l'autre
ou bien la République est devenue un dogme sur lequel on ne peut pas revenir, qui viendrait à la limite des cieux. Donc là aussi, c'est des débats sur lesquels quand même on peut réfléchir ensemble. Un problème aussi qui se pose, spécifiquement en France, peut-être dans d'autres pays européens, mais surtout en France, il y a l'islam des cités et l'islam de la République. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que les autorités, quand même, pour vraiment gérer la problématique de l'intégration de l'islam en France, il y a ce qu'on peut appeler l'islam de la République, parce qu'on a créé des entités qui sont censées représenter l'islam officiel de France, ou l'islam officiel de France, alors qu'il y a à côté quand même ce qu'on appelle l'islam des cités, qui n'est pas, disons, automatiquement un islam officiel. Donc, cela pose encore une fois le problème de la différence qu'il faut faire entre la problématique des banlieues en tant que telles, des jeunes qui sont en recherche d'identité, etc., et ce problème-là. Voilà, il y a aussi le problème de l'intégration qui fait appel à la resocialisation. Parce qu'on parle de l'islam des cités, des banlieues, il y a quand même un problème sur lequel, surtout les associations islamiques, quand même, sont appelées à réfléchir, c'est comment l'islam peut aider à resocialiser des jeunes qui ont tendance à sortir du système. Là aussi, c'est un problème très important, je pense, sur lequel on peut réfléchir, car cette question-là, quand même, est de nature à montrer, disons, aux autorités de la République, que l'islam peut être un outil pour même favoriser cette intégration des jeunes. Maintenant, la question que ça pose, c'est quel islam? Parce qu'il est évident que l'approche que les musulmans, les 7 milliards de musulmans, enfin le milliard de musulmans a de l'islam n'est pas toujours la même. Il y a aussi la question de la sécularisation qui se pose et face à la religiosité, c'est-à-dire est-ce qu'on est obligé de se séculariser pour vivre dans les sociétés occidentales? Donc ça, là aussi ça pose ces problèmes. Il y a aussi le problème comme je l'ai dit tout à l'heure, choc des islams, parce qu'on parle de choc des civilisations, mais il y a aussi un réel problème de choc des islams, parce que la version salafiste, la version soufie, donc il y a même des problèmes entre les musulmans. Donc avant de parler des problèmes entre l'islam et l'Occident en tant que tel, pour schématiser, il y a encore des problèmes persistants entre la perception que les musulmans eux-mêmes ont de leur religion et même de l'acceptation entre musulmans. On parle de l'acceptation des non-musulmans, mais même entre musulmans, il se pose des problèmes d'acceptation et de consensus sur l'essentiel, au-delà des différences, à la limite minime qui les sépare. Donc, disons, tout ça, ça pose cette problématique-là. Il y a aussi le problème, donc, sur lequel peut-être vous allez tout à l'heure nous donner votre avis, de la laïcité qui se pose. C'est quoi réellement la laïcité? Parce que le constat est qu'au nom de la laïcité, il y a un certain nombre d'actes qui sont posés au niveau institutionnel, etc. C'est quoi la laïcité? Est-ce que la laïcité, c'est plutôt la composante de respect de la liberté de culte, ou bien de non-intervention de l'État dans l'exercice de ce culte-là, ou bien c'est un problème cette laïcité, à la limite, a été plutôt, enfin, quelquefois a été dévoyée parce qu'elle tend quand même, enfin c'est une question, est-ce qu'elle ne tend pas à devenir une arme quand même pour combattre même, disons, la progression de l'islam? C'est des questions qu'il faut se poser, parce que quand on voit le débat politique en France, comment ça se pose, surtout avec le discours de l'extrême droite, qui est quelquefois même repris par les partis conventionnels, que ce soit la gauche ou la droite, on se pose des questions. C'est quoi la laïcité? Parce que la laïcité, en principe, devrait garantir l'exercice libre du culte de toutes les confessions, qu'elles soient minoritaires ou majoritaires. Mais dans les faits, est-ce qu'on n'a pas tendance quand même à dévoyer cette notion de laïcité-là, de son acception noble, et en faire une arme contre des minorités? Là aussi, c'est des problématiques qui méritent d'être posées à notre avis, surtout au vu du discours sécuritaire de l'extrême droite, quand même, qui tend à diaboliser, disons, les minorités, surtout musulmanes, donc dans l'espace public français. Donc il y a un autre problème aussi qui se pose. C'est le problème de la visibilité même disons, du droit je l'appelais du droit de visibilité à la limite de ces minorités-là. Parce que on a parlé tout à l'heure du problème du voile qui se pose de façon récurrente en France, sans qu'on comprenne peut-être exactement ce qui se trouve derrière dans l'espace public. On a parlé de l'école, récemment on a parlé des garderies d'enfants. Il y en a même qui prônent l'interdiction du voile dans l'espace public. Donc c'est un problème qui est quand même assez symptomatique
d'une démarche beaucoup plus profonde, peut-être sur laquelle vous allez peut-être nous éclairer. Et toujours dans ce problème de visibilité, il y a les prières dans les rues qui se posent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de mosquées en France, etc. Donc il y a un ensemble de problèmes qui se posent, le halal, le statut et la dignité de la femme, etc. Voilà. Donc, une autre problématique aussi qui dépasse la France, c'est la mondialisation des conflits. Vous n'êtes pas sans savoir que, disons, le déroulement du conflit israélo-palestinien a des répercussions sur la vie, sur les rapports entre les musulmans et ceux qui sont pas et les non-musulmans, aussi bien en France que dans d'autres pays. Disons que ce sont des conflits qui quelque part, se présentent comme des cancers, à notre avis, qui gangrènent ce type de relations-là en créant des amalgames, etc. Plus récemment, on a le problème malien qui se pose, la France qui intervient dans ce conflit-là. Donc ça pose des problèmes. Vous avez récemment entendu voilà, des terroristes qui menacent la France. Donc cela veut dire que donc, la mondialisation des conflits, parce qu'on vit dans une société hyper médiatisée où ce qui se passe en Azerbaïdjan ou je sais pas moi, au coin le plus reculé du monde a des répercussions donc, sur le vécu des musulmans. Donc là aussi ça pose cette problématique-là. Donc cela veut dire qu'il n'est plus possible dans le contexte actuel de vivre en vase clos et d'aborder ce problème-là spécifiquement entre Français et musulmans et Français non musulmans. Donc ce problème-là dépasse actuellement ce cadre. C'est comme si on avait une résurgence de la problématique des croisades, c'est-à-dire les croisades qui créaient des dissensions, des incompréhensions entre, disons, les barbares musulmans et les chrétiens. C'est comme si on avait une sorte de résurgence de ce problème-là. Donc voilà. Voilà, un autre problème aussi qui, à notre avis, nous semble intéressant, c'est qu'il y a, à notre avis, un problème de quête de sens en Occident. Un problème assez profond qui, quand même, parce que les grands penseurs occidentaux, encore pour schématiser, donc, disons, se posent un certain nombre de questions sur l'humanisme, sur le sens de l'homme, au vu même des évolutions, des mœurs, aux évolutions. Même on parle de moralisation du capitalisme, etc. Donc il y a un problème de sens à notre avis qui se pose. En quoi l'islam, c'est une question, peut-être un remède à cette quête-là. Parce que les approches spirituelles et théologiques ont cet avantage de proposer des solutions à cette quête de sens-là. Est-ce que l'homme doit se contenter du bien-être matériel, voilà, et le zahir comme on dit, ou bien il y a une part intrinsèque de l'homme qui quand même a besoin d'être nourri autant que le ventre de l'homme a besoin d'être nourri. Donc je pense que personnellement, autant les musulmans ont besoin de s'ouvrir aux vents fécondants qui viennent de partout, de l'Occident, etc., autant aussi l'Occident a besoin de s'approprier pour nous la dimension spirituelle qui actuellement, enfin à notre avis, manque à l'Occident. Donc il y a une dimension vraiment, une question d'interrogation sur le sens à laquelle, à notre avis, l'islam devrait donner des éléments de réponse. Maintenant, la question c'est comment l'islam peut-elle participer à ce retour au sens? Quels sont les défis à relever des deux côtés? Parce que quand on dit remède, quand on dit dialogue, ça veut dire que des deux côtés, quand même, il faut une interaction, un dialogue, mais sachant que des deux camps, il y a des extrémistes, il y a des problèmes qui se posent. Comment relever ces défis-là? Une autre question aussi, c'est quelles sont les limites de la tolérance et les conditions de la fraternisation? Parce que pour qu'il y ait échange, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'on tolère, qu'on accepte. Au-delà même de la tolérance, il faut qu'on accepte l'autre comme une créature humaine qui a le droit de vivre, qui a le droit de s'exprimer, etc. Mais quelles sont les limites de cette fraternisation? Ou bien il n'y a pas de limite? Mais dans le vécu, on sent que on est prêt à faire des concessions, mais jusqu'où? Parce qu'il y a toujours une limite à laquelle, enfin, au-delà de laquelle, peut-être, l'un des camps n'est pas prêt à aller. Donc, quelles sont les limites de cet échange-là et de cette acceptation-là? C'est en d'autres mots ce qu'on appelle, ce qu'un philosophe sénégalais qui s'appelle Souleymane Bachir Diagne appelle le défi de la différence. Le défi de la différence. Comment accepter l'autre dans ses convictions, dans sa manière de vivre, dans son passé, sans se renier, disons, et même profiter à la limite même de la richesse de cette altérité-là. Une autre question aussi qui nous semble importante, c'est faut-il déconnecter islam et politique? Parce qu'actuellement, j'ai l'impression que, enfin c'est un avis personnel encore une fois, que
la question de l'acceptation de l'islam est parasitée quelque part par des questions politiques. Disons, on ne peut pas peut-être séparer la manière de penser, la manière de vivre sa foi avec les événements qui se passent à travers le monde, mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir quand même, disons, des règles qui veulent que peut-être lorsqu'on vit en France par exemple, que la manière de vivre sa foi soit intrinsèquement liée par exemple au problème malien. Par exemple, là c'est un problème concret qui doit se poser. Est-ce qu'il ne faut pas déconnecter ces questions-là? Donc je voudrais peut-être avoir un certain nombre de réponses de la part de l'assistance. Et pour finir, voilà, une question c'est que, est-ce que le soufisme peut être un élément qui peut contribuer à ce dialogue-là, dans la mesure où le soufisme, disons, tend à privilégier la démarche spirituelle d'acceptation de l'autre, de non-violence et de fraternisation, cette vision qui est défendue par les grands maîtres soufis, dont Cheikh Ahmadou Bamba. En quoi cette vision-là peut être une chance, une alternative qui peut quand même rassurer ceux qui sont non-musulmans sur disons, la non-agressivité intrinsèque et même biologique de l'islam, parce que la théorie de Huntington, c'était quelque part que l'islam était intrinsèquement violent et qu'il ne pouvait y avoir d'entente entre l'islam et l'Occident. C'est comme ça qu'il le présente dans son ouvrage Choc des civilisations. Donc, en quoi le soufisme peut contribuer à apaiser, disons, cet affrontement qui, à notre avis, ne devrait pas avoir lieu d'être. En quoi le soufisme et les enseignements des grands maîtres soufis et leurs perspectives peuvent contribuer à créer, disons, les ponts nécessaires entre, disons, les musulmans et les non-musulmans.